Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire. On ne se quitte plus en ce mois de février. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'en plus aujourd'hui on va aborder un sujet, c'est ce que je disais juste avant à nos invités. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet en webinaire, donc c'est d'autant plus chouette. J'attends de voir vos messages s'afficher pour être sûr que tout fonctionne. Je vois un premier bonjour. Bonjour Valérie. Est-ce que j'ai d'autres personnes? Oui, bonjour Jessica, Victoire, Juliette, Manon, Benoît, Romain. Bon, mais très bien, tout fonctionne, tout va bien. Je le redis, mais je suis vraiment trop contente d'être là. Trop contente. Vraiment trop chouette d'aborder ce sujet. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Installez-vous. On est là pour passer 1 heure ensemble avec 2 invités qui ont voulu absolument aborder ce sujet clé qui est la génération Z et ce qu'elle veut vraiment au travail. Avant de vous spoiler un petit peu sur le sujet et vous donner un avant-goût, je vais vous proposer de vous présenter Alice et Doliane, histoire qu'on sache un peu qui vous êtes, ce que vous faites de beau, et puis ensuite on verra pourquoi on est là aujourd'hui. Qui se lance? Ok. Je prends la main. Tu veux Alice? Okay. Non, vas-y. Bienvenue à tous. Moi, c'est Doliane. Je suis Talent Acquisition Partner chez IG Moelpass depuis un peu plus de 3 ans. Et donc, effectivement, ce sujet, c'est un sujet qui nous concerne chez IG Moelpass, plus particulièrement. Et j'étais vraiment ravie de pouvoir y participer, de pouvoir donner des clés concrètes, un décryptage finalement du quotidien. Et je vais laisser Alice, en tout cas ravie d'être sur ce webinaire ensemble, et je vais laisser Alice se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Alice, je suis Chief Brand et Marketing Officer chez Welcome to the Jungle, que j'ai rejoint il y a presque 3 ans maintenant. Effectivement, moi, je suis ravie de pouvoir aussi partager ce qu'on voit depuis notre fenêtre Welcome to the Jungle, étant un acteur du recrutement. Il y a effectivement quelques insights intéressants que l'on peut voir au quotidien. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de les partager avec vous aujourd'hui. L'idée, en fait, aujourd'hui, ça va être de sortir un peu du débat qu'on peut parfois connaître sur les différentes générations et justement d'aller plus vers du factuel, vers du chiffre, parce que l'idée, c'est de vous partager vraiment du concret. Et puis, les regards de Doliane et Alice sur la manière dont on va attirer et fidéliser finalement la génération Z. Petit coup d'œil sur le programme, en gros, voilà, histoire de vous mettre en appétit. Et peut-être Doliane, tu veux bien nous guider un petit peu, nous spoiler un petit peu sur avec quoi, si on doit résumer à ça, c'est avec quoi les gens vont repartir aujourd'hui? Des infos concrètes, des retours d'expérience, des éléments à faire valoir ou à mettre en place dans son organisation. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. C'est déjà pas mal. La promesse, elle est assez consistante déjà. Mais écoute, à fin de webinaire, on posera la question, est-ce que vous êtes effectivement reparti avec tout ça ou pas? Et en intro, on a cette phrase un peu punchline. La Gen Z, c'est pas une génération difficile, c'est une génération lucide. Je ne sais pas si ça vous parle dans le chat. Je vous invite à réagir. Elle teste notre cohérence. Moi, j'aime bien cette approche. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, Doliane et Alice, sur cette phrase en intro avant qu'on avance. Elle vous inspire? Oui, oui, plus particulièrement. Alors moi, j'ai effectivement l'habitude en fait, je suis responsable du recrutement, entre autres, chez IG Moelpass, et je vois qu'il y a une petite question que fait IG Moelpass. On propose une solution aux entreprises. C'est en fait une solution bien-être, donc sport et bien-être, pour effectivement, c'est un avantage qui est quand même assez innovant, c'est l'accès à un réseau de salles de sport de plus de 6500 partenaires en France et plus largement aussi en Belgique. Et donc, ça permet effectivement aux salariés d'avoir un avantage qui est extra-légal et qui change un peu de l'ordinaire, parce que d'aller faire effectivement une séance de sport avec ses collègues, de pouvoir se motiver, créer de la cohésion, je trouve que c'est assez innovant et assez génial, et ça permet un peu de sortir de son quotidien et aussi d'être plus frais et disposé quand on revient d'une séance de sport. Donc, voilà. Et je rebondis sur la phrase, la Gen Z n'est pas une génération difficile, mais une génération lucide. Moi, je le vois beaucoup en entretien. C'est une génération qui a besoin de concret, de précision sur les différents rôles de l'organisation, qui a besoin de se projeter davantage
et qui ne se laisse pas berner. Voilà. Il y a déjà plein de réactions dans le chat en ce sens, des gens qui soulignent la phrase d'intro. Florent qui dit « En tant que Gen Z, cette intro me plaît ». Eh ben, je suis pas Gen Z, mais moi aussi. Moi aussi, elle me plaît. Donc, très intéressant, les quelques réflexions dans le chat. Merci à vous pour vos partages. Et peut-être qu'en intro, ce qui va être intéressant aussi, c'est peut-être de resituer les différentes générations. Et on aimerait bien aussi avoir un petit regard sur vous qui êtes en train de nous écouter. À quelle génération vous appartenez. Alors, on va vous partager un petit sondage anonyme. On n'est pas là pour analyser les tranches d'âge du webinaire, mais on est plus pour avoir un peu une idée de qui est l'audience aujourd'hui. Est-ce qu'on a majoritairement de la Gen Z alors, si on rappelle un peu, on a quoi? On a les boomers, génération X, Y ou millennials, les Z, bientôt les alpha. On en parlait juste avant le webinaire avec Alice et Doliane. Histoire de voir un peu la tendance, ça peut être chouette de voir qui est là aujourd'hui. On a quasiment 70% de l'audience qui a voté et honnêtement, la répartition, elle est plutôt... elle est plutôt équilibrée. Ouais, c'est assez surprenant et intéressant. Je ne m'attendais pas forcément à ça, donc trop chouette. Je vois qu'on a de la Z comme de la X, comme de la Millennials. Trop chouette. On a vraiment une répartition intéressante. Merci à vous pour les votes. Et Céline qui dit « C'est une génération qui pense surtout avoir des droits et pas des devoirs. Leur rapport à l'entreprise, au travail est bien différente. » Eh bien, on va y venir, justement. On va aller, comment dire, un peu tatiller, non, comment on dit je trouve plus le mot. Tâter le terrain. Tâter le terrain. Il y a un autre mot que titiller, voilà. On va aller un peu titiller les clichés, les mythes un peu autour de la Gen Z aussi pendant ce webinaire. Donc, voilà. Puis, comme d'habitude, je le redis en démarrage de webinaire, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir. Le webinaire, il est pour vous. Donc, vous êtes chez vous. C'est parti. Première zone, vous avez réparti ça en zones. J'aime bien l'idée, je trouve ça chouette. Justement, on rentre tout de suite dans l'idée de mythe, ce mythe du trio perdant, parce qu'on attribue un peu des leviers qui seraient devenus des leviers d'attraction pour la Gen Z. On a tendance aussi à caricaturer cette génération. Il y a pas mal de clichés autour de la Gen Z. Et du coup, si on se lance dans le vif du sujet, Alice, si tu prends de la hauteur, derrière Gen Z, c'est quoi le vrai sujet de fond? Et est-ce que le sujet, d'ailleurs, il ne dépasserait pas la Gen Z au final? Voilà, embarque-nous, brief-nous. Ça marche, je vous emmène. Effectivement, si on prend un tout petit peu de hauteur, pour moi, l'âge, j'ai envie de dire que c'est juste un nombre et que Gen, c'est juste une lettre. En marketing, c'est sûr que l'âge, c'est une donnée qui est utile. On a quand même besoin de pouvoir, je dirais, segmenter, mais pour autant, ce n'est pas non plus une identité. Et donc, on a souvent tendance à opposer les générations, mais dans la phrase précédente que tu avais mise, où tu disais la Gen Z, elle nous teste, etc. Et en dessous, tu mettais elle teste notre cohérence. En réalité, si on y songe 2 minutes, et parce qu'aujourd'hui, en plus, on a toutes les générations qui sont représentées dans ce webinaire, la réalité, c'est que c'est le rôle de toutes les générations de tester la cohérence des générations précédentes. Et donc après, évidemment, chaque génération va avoir ses points d'ancrage. Moi, ce que je vois, c'est que la réalité, quand on cherche un travail, c'est qu'en premier lieu, on va le chercher pour le salaire. On va regarder le titre, on va regarder la mission et le nom de la boîte aussi, très souvent. C'est ça qui fait valeur d'attraction. Et après, on va décider de rester pour d'autres sujets. On va rester parce qu'en fait, on a trouvé les personnes avec lesquelles on voulait travailler, parce qu'on arrive à s'accrocher à l'histoire de l'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le mythe du trio perdant, flex, salaire, avantage, pourquoi ça ne suffit plus ? Je ne sais pas si c'est en ces termes-là que moi je poserais cette question. Ce qui est certain, c'est que je trouve que dans les fameux clichés que l'on véhicule sur chacune des générations, et particulièrement sur celle de la génération Z, le salaire, par exemple, reste un sujet ultra fondamental, parce qu'on a quand même tendance à tous surintellectualiser, mais en fait, on a besoin de payer ses factures. Et toutes les générations, d'ailleurs, ont juste besoin de payer leurs factures, surtout dans le contexte économique actuel avec une super inflation. C'est quand même un socle incontournable. Après, ce qu'ils testent là, c'est je ne veux pas juste travailler,
pour payer les factures. Et donc, en fait, ce n'est pas un caprice générationnel. Moi, je pense que c'est plus un changement d'époque. C'est chaque génération qui regarde la précédente et qui se dit qu'est-ce que je veux en retenir, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me déplaît, qu'est-ce que je veux reproduire et qu'est-ce que je veux surtout pas reproduire. Je pense que c'est plutôt en ces termes. Après, il y a quand même une lecture possible en termes de temporalité et d'événements qui peuvent impacter aussi le rapport au travail. Je sais que tu as une lecture en 3 temps, notamment Pré-Covid. pendant et post-Covid. Absolument. Oui, parce que pour ceux qui ont connu ces différentes phases, moi, ça m'est arrivé puisque je suis arrivée sur le marché du travail en 2008, qui était à cette époque-là la crise des subprimes et tout le monde disait que c'était la crise du siècle. Ça, on n'avait pas encore eu le Covid. Et donc, il y a eu cette génération pré-Covid où, en fait, on était quand même encore dans une reproduction de la génération précédente, donc dans cette fameuse roue du hamster à courir après on ne sait quoi et à travailler beaucoup, etc., etc. Mais il y a quand même eu à cette époque-là l'émergence de nouveaux courants. Moi, je me rappelle que ça a été notamment la création de Great Place to Work, avec cette notion de Chief Happiness Officer qui est apparue, etc. La fameuse. Et puis, en fait, ce qui est réel, c'est que le Covid a quand même créé une faille dans le monde du travail, parce que du jour au lendemain, ça a cristallisé des tensions qui existaient déjà. En fait, certaines personnes se sont retrouvées à travailler comme jamais, parfois même avec leurs enfants, à devoir tout gérer, l'enfer sur Terre. Et d'autres, eu égard au travail et à l'industrie dans laquelle ils étaient, ont été complètement à l'arrêt. Et ces gens-là ont vécu autre chose. Mais ce qui est ressorti du Covid et dans toute la littérature que moi je peux lire sur le sujet, c'est qu'on a un vrai sujet de santé mentale qui est sorti. Et donc le sujet, c'était plus finalement la happiness. C'était plus presque une question de survie, parce qu'en fait, le Covid avait été quand même ultra douloureux. Et donc, la santé mentale était devenue quelque chose de très important. Et c'était devenu désormais un critère prépondérant dans la recherche d'un travail, d'une entreprise. Comment je vais m'assurer que ma santé mentale, elle est OK. Et ça se traduit par le fameux équilibre vie pro, vie perso. Et là, ce que je vois de ma fenêtre, c'est qu'on est en train de continuer sur cette mouvance-là, mais qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, qui est le sujet du sentiment d'appartenance, qui devient clé au travail. Parce qu'en fait, ce qui va aussi primer, in fine, c'est de se dire, est-ce que j'ai trouvé l'entreprise où, en fait, j'ai envie de rester et où, en fait, potentiellement, je vais m'y épanouir. Et en fait, parce que je vais rencontrer des collègues incroyables, on va avoir une créativité collective qui va être décuplée et on va faire des projets de fou, quoi. Et donc, c'est assez intéressant parce que tout est évidemment cyclique. Je pense que la génération de mes parents ou de mes grands-parents, il y avait une loyauté sans faille à l'entreprise et ils y passaient toute leur carrière. Ma génération millennials est arrivée et a dit alors, no way, moi c'est mort, je passerai jamais toute ma carrière dans la même boîte. Et puis on revient quand même à ce truc de ouais, mais en fait, au fond, le sujet, c'est pas tant le nombre d'années. C'est peut-être qu'on a juste envie de se dire à un moment donné, tiens, justement, j'ai pas vu les années passer. Et pourquoi je les ai pas vues passer? Parce qu'en fait, j'avais des super collègues et c'est très chouette. Donc voilà, la prochaine tendance de fond que je vois s'inscrire là, c'est vraiment le sujet du sentiment d'appartenance. Super intéressant. Surtout quand on regarde un peu dans le rétroviseur et qu'on se dit, ces dernières années, j'ai eu la sensation qu'on nous disait que justement, le sentiment d'appartenance n'avait plus de sens ou n'intéressait plus. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu ce comeback. On a l'impression que ça y est, finalement, on en a besoin. C'est peut-être l'être humain, tout simplement, qui a besoin de ça. Ensuite, Doliane, si on reprend un peu la notion de nouveaux standards, et si on reprend un peu ce qu'on a dit juste avant, le mythe, je me remets dessus, mais le mythe du trio perdant, pourquoi est-ce que ça suffit plus? Qu'est-ce qui a changé dans la lecture candidat? Toi, de ton regard, ça serait intéressant d'avoir toi pour compléter ce qu'a pu déjà nous dire Alice en intro. Oui, bien sûr. Ce qui a changé, c'est que les candidats ne se contentent plus de promesses, mais ils veulent des preuves. Et donc, c'est plus cohérent pour eux. Ça les aide aussi à se projeter dans un rôle. Donc, forcément, il y a la mission, les valeurs de l'entreprise, le sens, et puis aussi leur rôle en fait dans cette organisation. Est-ce que ça va leur permettre de créer de la valeur pour l'entreprise? Il y a une profonde envie de connaître son équipe sur le bout des doigts, son manager, comment se comporte l'équipe, comment se comporte le manager. D'avoir un manager inspirant, ça c'est certain.
On ne recherche plus juste un manager, superviseur, à la limite un peu coach. Non, on recherche quelqu'un qui nous inspire, avec qui on a envie de grandir, qui nous émerveille au quotidien et qui, en fait, fait que l'équipe progresse et une culture forte d'entreprise. Donc, forcément, le télétravail, le salaire correct, les avantages, c'est quand même du classique au classique maintenant. Et on va vraiment être en recherche de sens. C'est ce que j'entends à pratiquement 99% sur tous les entretiens, etc. C'est vraiment, je veux du sens. Je veux une entreprise à mission, je veux une entreprise à valeur. Et donc, forcément, si c'est décorrélé ou si ça n'est pas cohérent avec les aspirations du candidat, le candidat ne reste pas dans le process de recrutement, c'est certain. Donc, il faut vraiment il faut des preuves. Il faut effectivement qu'on mêle ça à des actions. Ils vont nous demander effectivement de prouver finalement nos engagements, notre culture, la définition de la culture. Donc, effectivement, ils sont en demande d'informations concrètes. Je comprends. Et d'avoir un peu plus de détails que ce qu'on pouvait éventuellement partager dans les job descriptions, enfin dans les fiches de poste, annonces. effectivement, il y a quelques années. Mais ça, Doliane, juste une micro-parenthèse. Ouais. Moi, tout ce que tu me dis là, je me dis, mais finalement, c'est pas que la Gen Z. Enfin, on est d'accord que c'est un constat qui touche finalement toutes les générations, non? Ça touche toutes les générations, effectivement. Je pense que ça s'est installé au moment où la Gen Z effectivement, est entrée sur le marché. Il y a eu un marqueur fort avec la Gen Z et du coup, on lui attribue ça, mais finalement, ça ruisselle aussi sur les autres générations. Effectivement, forcément, ça influence le marché du travail. Et je rebondis sur ce qu'Alice disait tout à l'heure. On voit vraiment une différence avant Covid, après Covid. Vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui ont changé complètement de carrière, en fait, qui se sont réorientées après Covid parce que ça n'avait plus de sens pour eux. Et après, c'est vrai que nous, en interne, on essaye même sur nos fiches de poste d'être super précis, notamment de donner une projection sur les 6 premiers mois du collaborateur, de décrire un peu les différents scopes des équipes. Donc, en fait, c'est vrai que si j'ai un conseil, un tips à donner, c'est soyez le plus transparent possible du début jusqu'à la fin. Et surtout, la première image que le candidat a forcément de l'entreprise, c'est effectivement la fiche de poste. Et nous, on a effectivement un certain nombre d'informations partagées qu'on ne retrouve pas forcément sur un site carrière, par exemple. On va en parler après, sur comment placer le curseur de l'authenticité, de la transparence. On va y venir après. Alice, tout à l'heure, je t'ai coupé la parole. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Doliane parce que je trouve que ce que tu dis est hyper juste. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, toutes les générations ont envie de sens. À mon avis, peu de personnes n'en voudraient pas. Si on formule en creux. Mais ce que je trouve être quand même une qualité de cette génération Z, c'est ils veulent du sens, mais en fait, ils ne vont pas nous lâcher sur ce sens. Et en fait, par exemple, ma génération, effectivement, je pense qu'on questionnait moins les choses et qu'on se disait bon, il y a un sens à tout ça, c'est peut-être pas très clair, mais bon, peut-être ce côté un peu, alors pas bon élève, parce que du coup, c'est connoté, mais ce que j'apprécie beaucoup quand même de la génération Z, c'est justement cette volonté de tester la cohérence et de dire, attends, moi, tes valeurs écrites sur un mur, c'est sympa, mais en fait, c'est quoi au-delà du papier peint? Et ça, je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que ça oblige à devoir se questionner, devoir justement regarder si la mission et le sens sont clairs. Et en fait, in fine, je trouve que ça oblige les entreprises aussi à se regarder et à se dire, mais est-ce qu'on est capable de mettre ce fameux paragraphe dans une offre d'emploi? Est-ce qu'on est capable de se raconter? Est-ce que c'est clair, quoi? Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'était peut-être pas si évident. Et donc, ça oblige, moi, je le vois, les différentes entreprises qu'on peut avoir sur la plateforme, à se dire, mais qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi est-ce qu'un jour, on a créé la boîte? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et à quoi on sert, quoi? Donc, je trouve que c'est finalement, ça crée un cercle assez vertueux. Avec le fameux why.
Ouais. dont on parle. Ouais. Et du coup, Doliane, tu as déjà un peu évoqué ces points, mais sur ce qui retient vraiment les talents aujourd'hui, et j'aimerais bien faire un pont en même temps avec ce que dit Marie-Noël dans le chat, je trouve ça intéressant. Elle dit « La question légitime pour tous, c'est le rapport contribution-rétribution. Rétribution ne s'entendant pas uniquement en termes de rémunération. » Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a cette notion de la reconnaissance, elle passe pas qu'à travers, et la rétribution ne passe pas qu'à travers la rémunération aujourd'hui. Et justement, ce qui retient cette génération, tu as déjà parlé du sens, tu as évoqué l'équipe, la cohésion. Il y a le management aussi, quelqu'un d'autre relevait un point sur le management. On va y venir après, justement, on va parler aussi du management, qui est quand même un point très très fort dans la rétention aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aurais voulu préciser sur ce qui les retient? Bien sûr, des projets impactants, de pouvoir finalement participer à un projet impactant pour l'entreprise, d'être reconnu pour son travail. Nous, je sais qu'en interne, on envoie pas mal de surveys et un survey employé où on va mesurer finalement l'adéquation entre ce qui a été vendu et le réel. Et si le job fit toujours effectivement avec ce qui a été promis. On parlait tout à l'heure de promesses et de preuves. Bah là, c'en est une belle démonstration. La cohésion d'équipe, parce qu'en fait, forcément, le manager retient, mais l'équipe retient aussi. Et l'attachement, je dirais, à l'équipe. Et après, l'évolution personnelle, l'apprentissage. Est-ce qu'on en apprend tous les jours? Est-ce qu'on s'ennuie au quotidien? Bon, comment faire en sorte de donner un peu plus de visibilité, même si on n'est pas promu, même si on n'a pas effectivement une augmentation salariale tous les ans. Ce qui va retenir, c'est finalement une trajectoire claire. Je sais que chez nous et dans plein d'autres structures, on met maintenant en place des career paths, en fait, des chemins de carrière qui permet en fait de donner de la visibilité aux collaborateurs, de se dire, bon, ben voilà, tu arrives en tant que junior, il y a un certain nombre de compétences que tu dois acquérir pour passer au niveau supérieur, même si tu n'es pas effectivement promu à un rôle tout de suite de manager. Comment est-ce que toi, tu vois la suite de ta carrière et comment l'entreprise accompagne ses collaborateurs vers une trajectoire très claire, un parcours très clair avec des étapes, avec un timing, avec des objectifs fixés avec le manager et comment on les suit. Comment après 1 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, etc., on les suit et on donne de la visibilité. Donc, c'est une question de transparence et de confiance, je dirais. Alors, ce que je trouve fantastique, et d'ailleurs dans le chat, je vois que ça évoque ce sujet. Enfin, Marie-Noël qui dit c'est une préoccupation qui n'est pas qu'une question de génération, c'est sociétal, on parle que des aides, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Et Benoît, il dit un truc très intéressant. Il dit sans doute, mais les aides poussent quand même fort dans le sens de cette quête d'équilibre. Et en fait, moi, c'est ce que je trouve intéressant. C'est que là, aujourd'hui, le webinaire, évidemment, on se concentre sur la génération Z. Mais en fait, tout ce que tu dis là, Doliane, pour moi, je me dis, si une entreprise demain, elle se dit « Ah, il faut que j'active ça parce que la génération Z et tout », mais pas grave qu'elle se concentre que sur le principe de la génération Z. Ce qui importe, c'est que derrière, elle va pouvoir déployer ça à toutes les populations de son entreprise. Et moi, c'est ce qui m'importe en tant que spécialiste dans l'écosystème RH. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'en fait, tous les salariés bénéficient de ça, de ces leviers de rétention, de fidélisation. Finalement, c'est évidemment que l'entreprise, elle va pas appliquer ça que à ses salariés qui sont de la génération Z. Ça serait dommage. Mais j'aime bien l'idée de se dire qu'en tout cas, la génération Z, est-ce qu'on peut lui attribuer, elle nous inspire à faire mieux dans nos entreprises et pour tout le monde, pas que pour les Z. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on enlève le télétravail, les augmentations? Comment est-ce qu'on peut convaincre les gens de rester? C'est quoi les autres leviers? Alors, tu as déjà énoncé la notion de projet. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on aurait pu omettre dans la liste, histoire qu'on se dise, bon, qu'est-ce qu'on peut activer? Je dirais que la projection de carrière, c'est énorme. C'est ce qui fait... c'est ce qui fait quitter une boîte, de ne pas avoir de visibilité. Moi, j'entends quand même pas mal de candidats me dire, bon, bah voilà, je suis arrivée un peu à un plafond de verre dans mon entreprise. Et en fait, on ne me donne pas de la visibilité. Ce n'est pas le fait de ne pas évoluer tout de suite, c'est le fait, en fait, d'avoir
une vie très opaque en face de soi et de ne pas savoir quels seraient les next steps. Donc ça, c'est forcément l'évolution et l'apprentissage constant. Et d'être reconnu en interne aussi. Enfin, la reconnaissance, la confiance qu'on accorde aux collaborateurs, ça, c'est super important. Et puis, je dirais, d'une manière un peu holistique, c'est une vision globale des choses. Je pense que si pas de promotion et pas de télétravail, il faut avoir un environnement global et qui propose tout ce qu'on vient de se dire tout à l'heure pour retenir. Parce qu'effectivement, il va falloir donner des à côté et même s'il n'y a pas de promotion ou d'augmentation de salaire immédiat ou on supprime le télétravail, il faut que ça s'accompagne effectivement d'un cadre assez complet. Oui, les leviers se trouvent ailleurs que dans le télétravail. Les leviers se trouvent ailleurs, effectivement, la visibilité, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un vrai sujet en fait de transparence de la part des entreprises, parce que c'est OK aussi de dire à un moment donné, bah là, peut-être qu'en ce moment, eu égard à la situation de l'entreprise, on va pas pouvoir faire de promotion, on va pas pouvoir, etc., etc. Mais si les gens comprennent ce pourquoi et comprennent le chemin et la trajectoire, moi je le vois dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, ça joue forcément et ça participe aussi de l'envie de rester ou de l'envie de partir. Parce que justement, parfois, cette opacité, elle peut être effrayante ou elle peut être source de trop d'interrogations. Et donc, au même titre que si je n'ai pas de visibilité sur ma propre carrière, je vais partir. Mais si je n'ai pas de visibilité aussi sur le devenir de l'entreprise, bon, c'est bizarre, c'est louche et je vais vouloir partir, quoi. Et le dernier élément pour moi aussi, c'est que, on va en parler juste après, je crois, mais le sujet du manager, pour moi, reste clé. Parce que rester, et à l'inverse, ce qui fait partir, c'est une mauvaise relation managériale parce qu'en fait, ça devient trop douloureux, trop difficile à appréhender. Hein. C'est une vraie réalité. C'est un sujet d'humain, le monde du travail in fine. Donc, si on n'est pas avec les bons humains, ça devient tout de suite très compliqué. Et donc, du coup, si on résume, on a un peu ce ticket d'entrée qui est la flexibilité au sens large, parce qu'il n'y a pas que le télétravail dans le chapeau flexibilité. Le sujet de la rémunération, bon, ça c'est une évidence, on l'a évoqué. Les avantages aussi, qui peuvent passer à travers d'autres choses que la rémunération, mais plein d'autres leviers qu'on a évoqués. Donc ça, c'est un peu comme un ticket d'entrée, mais finalement, ce qui retient vraiment, c'est la mission, l'équipe, la culture, le manager. On va y venir juste après. Et j'aime bien Florence, elle a fait une phrase très intéressante, je trouve, qui résume un peu le propos global et les petits débats qui peuvent y avoir autour de la notion de génération. Elle dit, on peut attribuer à la Gen Z d'oser exprimer sans crainte des revendications réclamées depuis des années par les générations précédentes. Et moi, pour moi, ça résume parfaitement le sujet, le débat autour des générations. Je trouve que c'est très bien résumé. Merci Florence. Donc, on va avancer sur le sujet du management. Alors, j'essaie juste de retrouver tout à l'heure, quelqu'un a mis un commentaire sur le management. Je ne l'ai plus sous les yeux, mais la personne soulignait le management un peu old school, qu'on y revient, et c'est justement exactement ce qu'on va plus ou moins soulever avec ce deuxième sujet. Il y a un chiffre qui pose un peu le décor. 76% des jeunes voient le manager comme la clé de l'attractivité. Ça remet le facteur humain au centre. Alice, si tu veux bien nous ouvrir un peu le décor. La fonction managériale, c'est ce que tu as évoqué là plus ou moins déjà, elle est en mutation. En plus, entre l'IA, on ne fait que parler d'IA, le contexte économique, les chemins de carrière possibles, c'est quoi la transformation de fond du rôle de manager? Parce que oui, le rôle de manager évolue. Quelle est la source du chiffre 76%? Eh bien, je vais laisser quelqu'un de Ijim Wellpass répondre en commentaire. Effectivement, il n'y a pas la source sur la slide, mais on vous le précisera. Donc, Alice, je veux bien que tu nous guides. En fait, alors, pour moi, il y a plusieurs sujets. Le premier, d'abord, les fameux 76% des jeunes voient le manager comme la clé de l'attractivité. Et en même temps, il y a une tension, voire un paradoxe aussi de cette génération, parce que dans l'une des études qu'on avait menées, 70% de la Gen Z aspire à une autonomie complète. Donc, il y a presque quelque chose vraiment de l'ordre du paradoxe. Ah bon, attends, je crois qu'ils aspiraient à avoir un manager, mais ils veulent aussi une autonomie. À quel moment ce truc-là marche? La réalité,
c'est que le manager reste clé. On ne peut pas faire sans. Et oui, comme tu le disais, on assiste à une véritable crise du management. Parce qu'en fait, aujourd'hui, plus personne ne veut être manager. Pourquoi ? C'est ce que dit Benoît d'ailleurs dans le chat aussi. Pourquoi ? Parce que moi, je crois profondément qu'on a poussé des gens à devenir managers alors qu'au fond, ils étaient bien meilleurs en tant qu'experts. Et être manager, c'est un métier à part entière. Il n'y a pas de... Enfin, dans les entreprises, évidemment, on propose des formations managériales, mais ça s'apprend. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui s'apprennent dans la durée, qui se construisent, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est, à mon sens, inné, même si certains peuvent présenter plus ou moins de qualité au démarrage, mais c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Pour moi, il y a quand même des solutions alternatives. Par exemple, je sais que nous, chez Welcome, on s'est très vite fait la remarque que ce n'était pas possible, effectivement, pardon, je vais le reformuler différemment. On est assez convaincu qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule voie. C'est-à-dire, j'arrive, je suis, admettons, chef de projet, et puis après, j'évolue. Et puis, en fait, la seule évolution possible est à un moment donné de passer par la case managériale. Ça, chez nous, en tout cas, c'est vraiment la conviction que l'on a. Et donc, c'est ce qu'on a testé chez nous et c'est ce qu'on a mis en œuvre. Et en fait, on a créé 2 chemins différents. Il y a le chemin des personnes qui ont envie de devenir manager. Et donc, on va les accompagner sur ce chemin-là. Et ils vont monter, ils vont devenir team lead, directeur, etc., etc. Et il y a ceux qui nous disent tout de suite, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime profondément, c'est faire mon métier et avoir ce métier d'expert. Et donc, ils ont en parallèle le même chemin et ils vont avoir le même niveau de rémunération qu'un team lead en fonction du level auquel ils peuvent être. Et ça, je pense que c'est quand même clé. En fait, il faut être très clair, je pense, avec les collaborateurs sur leurs envies. Et essayer de les accompagner au mieux là-dedans, parce qu'en fait, je pense que ça, c'est assez clé. Et à l'ère de l'IA, l'expertise aussi devient clé. Donc, voilà, je pense que les entreprises doivent arriver à trouver un équilibre entre suffisamment d'experts, suffisamment de personnes aussi qui ont toujours envie de manager. Et manager, ça reste... Enfin, moi, je peux comprendre aussi qu'aujourd'hui, les gens disent « Moi, j'ai plus envie de manager parce que les contextes économiques sont difficiles. » Et comme on n'est plus dans une ère de croissance, d'hypercroissance, mais en fait, on est dans une ère de réduction, qui dit réduction dit qu'en fait, le rôle de manager a shifté. Et en fait, on se retrouve à devoir gérer aussi des conversations difficiles. Et être manager, c'est devoir accepter de tout gérer. Et moi, je peux complètement entendre que tout le monde n'ait pas envie de tout gérer. C'est-à-dire, c'est quand même plus agréable d'avoir des conversations sur les évolutions de carrière plutôt qu'avoir des conversations difficiles sur la performance qui n'est pas au niveau ou l'entreprise qui, en fait, peut plus garder autant de personnes, etc., etc. Donc, le contexte économique est ce qu'il est. Et moi, ce que je note aussi, c'est que désormais, à tous les niveaux de l'entreprise, on attend de chaque manager qu'il soit capable aussi de faire de l'opérationnel. Je discutais il y a encore peu de temps avec des chasseurs de tête qui me disaient aujourd'hui, il n'y a plus de place pour, pardon pour l'expression, mais pour tout ce qui est de l'ordre du superficiel ou du gras. Et donc, un C-level, on va attendre de lui aussi qu'il mette les mains dans le cambouis et qu'il ne fasse pas que de la stratégie ou que du management de manager. Parce qu'en fait, c'est plus possible, quoi. C'est aussi la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, les entreprises, elles doivent accompagner, à mon sens, les collaborateurs sur team lead, etc. et faire en sorte, effectivement, qu'ils puissent se développer si tant est qu'ils en aient l'envie. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit un truc hyper intéressant qui disait mais tout le monde n'est pas fait pour évoluer. Et les entreprises n'ont pas toujours les possibilités de faire évoluer les collaborateurs. C'est hyper vrai. C'est hyper juste, quoi. Donc après... comment est-ce qu'avec le contexte qui nous est propre, on essaye d'accompagner au mieux voilà. Et il n'y a pas de hiérarchie de manager versus non-manager en réalité. Je pense que ça, c'est un débat que j'aimerais voir finalement caduque dans les prochaines années, quoi. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un modèle où l'évolution vers le poste de manager est vue comme une promotion. C'est une promotion logique et c'est aussi une forme de reconnaissance. Et ce que je trouve intéressant dans le cas que tu cites avec Welcome, où une alternative est possible pour que cette notion de promotion puisse toujours exister, mais sans avoir toute la responsabilité qu'implique le rôle de manager et tout l'apprentissage du nouveau métier que ça implique, parce que tout le monde n'a pas envie d'être manager, mais tout le monde a envie d'être reconnu et peut-être d'évoluer quand même, mais peut-être pas sur une fonction de manager. Je trouve ça intéressant qu'il y ait cette alternative qui soit proposée. Donc, ouais, super intéressant. Et alors, du coup, Doliane,
Je veux bien, pour compléter, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le manager, ça devient le critère, numéro 1? Et je sais qu'il y avait un parallèle que vous faisiez, chez, eGym, Wellpass. C'est ce comparatif entre le manager old school, surveillant, contrôleur et le manager d'aujourd'hui ou de demain qui est plus dans une posture de coach. Je reviens déjà sur ce qu'a dit Alice. Moi, je suis complètement alignée avec tout ce que tu as dit. Et c'est vrai que chez nous, chez Jim Wellpass, c'est pareil. On a mis en place effectivement un career path avec deux trajectoires bien claires, une trajectoire d'expert et une trajectoire de management. Et en fait, c'est ce qui fait le plus sens. Donc, très aligné. Et alors, pour le manager, juste une petite... est-ce qu'on y vient tout de suite au manager old school ou on répond à la question de savoir pourquoi le manager est ultra important? On peut y aller en 2 temps. Faisons ça dans ce cas. Pourquoi c'est important? Mais parce qu'en fait, c'est le manager qui drive l'équipe et qui donne le ton, forcément. Et c'est le manager qui rééquilibre les énergies. Chez nous, il y a quand même pas mal d'équipes qui font... alors, ça peut paraître anodin, mais une météo des humeurs hebdo, par exemple, pour savoir comment se sent son équipe, comment se sentent les différents membres de son équipe aussi de manière individuelle. C'est un manager qui prend soin, en fait, aussi de la santé mentale de ses collaborateurs. On n'est plus uniquement sur la partie très opérationnelle ou pilotage opérationnel. On est vraiment sur un manager qui a, pareil, une casquette un peu globale de garant de la bonne santé physique et mentale de son équipe. Et donc, c'est ce qui va avoir effectivement des répercussions positives, je l'espère, dans vos organisations en termes d'engagement, de rétention et de performance durable. Parce qu'en fait, quand un manager est vraiment sincère et qu'il se préoccupe du bien-être physique et mental finalement de son équipe, eh ben, on va avoir effectivement une équipe qui va être aussi plus reconnaissante et potentiellement qui va mieux se livrer, donner du feedback, faire avancer l'équipe. Et on va avoir comme ça, en fait, un cercle vertueux qui va se mettre en place et qui va permettre finalement d'avoir une équipe contente d'être là, tout simplement. Et c'est ultra important. Et donc, pour la deuxième partie, alors moi, j'avoue qu'on n'a pas ce genre de manager. Enfin, moi, j'en ai connu forcément, mais on fait souvent le parallèle effectivement entre un manager old school et un coach. Et ben, un manager effectivement coach, comme nous on l'entend, je ne vais pas dépeindre le portrait du manager old school. Je pense que chacun a sa vision. Mais en tout cas, ce qui est mis en place chez nous, c'est de l'auto-évaluation du manager, comme on évalue un collaborateur, des comportements, des compétences. On a un standard chez nous aussi. Chacun des managers passe vraiment par de la formation qui est dispensée au siège à Munich et qui se répartit sous 3 sessions dans l'année avec le temps de digérer les informations, de les appliquer, de les mettre en place et de se challenger aussi en tant que manager. Ce qui, en fait, permet d'avoir un socle commun et des attentes fortes du management et du top management sur qu'est-ce que nous, on veut comme type de manager dans notre organisation. Et en fait, ils ont tous le même niveau d'information et la même formation, ce qui permet d'avoir un standard. Forcément, il y a l'appui RH donc sur la partie organisationnelle, légale, sur la partie formation d'équipe aussi, qui est super important. C'est vrai que dépendant de la taille de la boîte, parfois on n'est pas forcément supporté, je dirais même aidé par une équipe HR, parce qu'on n'a pas d'équipe HR. Alors, c'est vrai qu'une boîte de moins de 50 collaborateurs qui n'a pas encore mis en place de pôle RH et qui n'a pas ce conseil légal, organisationnel, qui permet en fait de fluidifier les échanges et d'être juste compliant. C'est vrai que ça peut être un handicap. Mais grosso modo, un manager coach, c'est un manager qui donne de la visibilité, de la transparence, qui donne régulièrement des feedbacks. Un exemple tout bête, mais c'est pas normal de se retrouver en meeting et d'avoir des revendications fortes contre un collaborateur et de se dire qu'on arrive presque, par exemple, au bout d'une collaboration sans avoir eu
au préalable un certain nombre de feedbacks réguliers, un plan d'action mis en place. Et voilà, c'est pas normal. Et ça, c'est potentiellement quelque chose qu'il faut corriger si jamais c'est le cas. Mais oui, je dirais, pour résumer, de l'auto-évaluation, de la formation des managers et du coaching aussi des managers. Il faut que la boîte investisse sur ses managers. Des débriefs réguliers, une grosse culture comme chez nous, et puis un appui RH, un appui managérial aussi. Ça peut être un N+1 qui est là en renfort et qui, effectivement, challenge le manager tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Donc, voilà un peu pour résumer la différence. C'est un sujet qui fait réagir. Je vois dans le chat, il y a eu quelques réactions. Le sujet du management fait quand même pas mal réagir. Alice, est-ce que tu voulais rebondir avant qu'on avance sur un autre sujet qui est tout aussi touchy, mais c'est comme ça, oui, il y a aussi des sujets un peu épineux à aborder. Ça en fait partie. Je voulais juste en effet rebondir sur ce que tu disais à l'instant, Dolian, et je suis hyper alignée avec ça. Je pense qu'il y a aussi un dernier élément. Je pense aussi que chacun doit prendre un peu sa part de responsabilité et que les personnes qui finalement aspirent à une évolution, si elles ont évidemment la possibilité dans l'entreprise d'avoir le choix entre les différents chemins, se posent vraiment la question aussi du chemin du manager, parce qu'il y a un vrai sujet, c'est que être manager, ça demande aussi du courage managérial. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense que parfois, on oublie cette notion-là, et en fait, elle est fondamentale, parce que faut du courage pour, encore une fois, avoir des conversations difficiles, faire du feedback de façon régulière, et le feedback, c'est pas toujours positif, parce que en fait, on est des humains et on n'est pas parfait, donc en fait, on est là aussi pour s'améliorer. Et donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une honnêteté intellectuelle aussi, face à soi-même et à ses propres aspirations personnelles. Moi, j'entends complètement qu'on veuille évoluer, mais je pense qu'il faut aussi se connaître et se dire, mais est-ce qu'au fond, manager, avec tout ce que ça comporte, ça va être OK pour moi? Ou est-ce qu'en fait, pas moi, c'est pas ce que je veux et c'est OK? Et donc, c'est quoi les autres possibilités? Et là, déclencher une vraie bonne conversation aussi avec les équipes RH. Je pense que ça, c'est quand même aussi fondamental, parce que sinon, on se retrouve dans toutes les situations qu'on connaît malheureusement, d'histoires managériales catastrophiques, où en fait tout le monde souffre, parce que généralement, personne ne ressort de là en ayant gagné. Tout le monde sort de là en ayant perdu. Et ouais, je pense que c'était quand même important pour moi de rappeler la nécessité que chacun... Et c'est délicat, hein. C'est délicat parce qu'entre ceux qui pensent pouvoir être manager, ceux qui ne réalisent pas ce que c'est que le rôle de manager, il y a vraiment des grands écarts énormes. Et je reprends juste les mots de Capucine qui explique sa posture de manager, et Myriam, pardon, et qui dit « La frustration, elle est immense parfois, mais je sème des graines et j'accepte que les choses avancent pas à pas. » Et si la direction n'est pas sensible à ça, on se bat contre des murs, mais je garde espoir, et je crois que ça résume pas mal le rôle de manager. On va attaquer un autre sujet qui est tout aussi épineux, qui vous fera sûrement réagir, mais on l'a évoqué déjà un petit peu tout à l'heure, la notion d'authenticité, de transparence, qui est aujourd'hui fondamentale, et pas que pour la génération Z. Mais du coup, la génération Z a quand même été initiatrice de ces mouvements de transparence. Dolian, toi aujourd'hui, tu la vois comment, cette authenticité? C'est quoi les leviers? C'est quoi parce que voilà, on le sait aujourd'hui, c'est détecté en quelques secondes, ce manque d'authenticité, de transparence. Voilà, amène-nous sur ce sujet, qu'on puisse développer tout ça. Moi, je la vois au travers forcément des process de recrutement que je gère en interne, de la collaboration avec les managers, etc. Donc, les leviers, déjà, c'est d'être bien clair avec les managers et de se faire ce qu'on appelle un brief avant le lancement d'un recrutement, d'être d'accord sur des informations cohérentes et claires à partager avec les candidats, et de ne pas avoir de langue de bois finalement. Si on recherche tel type de profil, qu'on l'exprime de manière claire et précise. Alors, bien évidemment, en prenant en compte qu'on est plutôt dans une façon de faire qui est plutôt inclusive plutôt qu'exclusive. Alors, je parle plutôt de l'égal là-dedans, de vraiment d'avoir des compétences objectives à analyser et pas du tout du spécifique. Donc, voilà, d'être très clair avec le manager
et de communiquer effectivement les informations de manière claire aussi aux candidats. Et, y compris les contraintes et les bien points. sûr, bien sûr. Voilà. Moi, je prends un exemple, je pense, pour illustrer ça, ça va vous parler. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Nous, on a eu un gros turnover sales il y a de ça quelques temps, plutôt année 2024-2025, où on avait un turnover de 20% uniquement dans l'équipe sales. Ce qui est en contexte de merge, ce qui est en contexte dans une équipe sales, c'est quand même courant dans les organisations, c'est pas non plus alarmant. Mais quand même 20%, ça, c'était pas mal, enfin c'était énorme. Et donc, j'ai dû recruter effectivement pour les équipes, pour les renforcer, parce que forcément, il faut remplacer les collaborateurs. Et en fait, pendant les entretiens, on le disait très clairement aux candidats, on est dans un contexte difficile, l'équipe a été renouvelée dans son intégralité, on a eu un changement de management. Donc, vous allez arriver dans tel contexte avec une équipe neuve, effectivement, quelques piliers. Il nous restait 1 ou 2 personnes, par exemple, dans l'équipe BDM. Et donc, je trouve qu'effectivement, il faut avoir plutôt une communication honnête et préparer en fait le candidat, ou les candidats au contexte auquel ils vont être confrontés. Et en fait, ça aurait été même de la malhonnêteté de ma part que de ne pas le dire. Parce qu'effectivement, les collaborateurs échangent entre eux, etc. Donc, je dirais effectivement la transparence, mais la transparence accrue, plus, je dirais. De ne pas avoir un discours trop lisse, parce que forcément, ça crée de la suspicion. Que de dire que tout est tout beau, tout rose, forcément, ça entraîne le candidat à essayer de gratter un peu, de savoir ce qui se cache derrière. Et en fait, une vérité, plutôt préférer une vérité maîtrisée qu'une perfection superficielle et artificielle, et vraiment de communiquer de manière claire. Ce sont les leviers en tout cas que je mettrai en avant dans les organisations, en tout cas dans la nôtre c'est le cas, et c'est ce que je recommande de faire. Mais en plus, plus personne n'est dupe. Enfin, je veux dire, Oui, on sait tous, il y a pas d'entreprise parfaite, et en plus, on est quand même dans une ère où aujourd'hui, avant d'aller dans un resto, tu vas aller lire les avis Google. Enfin voilà, on est tous des consommateurs, et par cette posture de consommateur, on n'est plus dupe et on est très vigilant à des ce qu'on va appeler des red flags, enfin des éléments qui vont nous alerter. Et donc tout ce que tu dis, ça paraît tellement évident, et en même temps, on a encore beaucoup d'entreprises qui malheureusement préfèrent prendre l'axe de voilà, faut renvoyer une belle image, tout lisser pour attirer. En fait, c'est hyper contre-productif. Et en plus, le coût derrière, Calice, je sais que c'est une data que tu nous avais partagée en prépa du webinaire. Ouais. Le coût d'un mauvais recrutement, c'est assez énorme. De quoi on parle concrètement, Alice ? Oui, en fait, en moyenne, on a mené un certain nombre d'études. En moyenne, un mauvais recrutement, c'est 55 000 €. C'est quoi un mauvais recrutement ? C'est j'ai dépensé du temps, de l'énergie de mes équipes TAM pour aller sourcer les candidats, monter un pipeline, faire passer tous les entretiens, etc. La personne a fini par rejoindre les équipes. Et en fait, il y a eu de l'attrition très rapidement, et cette personne est partie. Et donc, en fait, c'est un recrutement qui est raté, parce qu'en fait, il faut recommencer. Donc, en moyenne, effectivement, un mauvais recrutement, c'est 55 000 €. Et donc, en fait, pour rebondir, pour rebondir sur tout ce qu'on se dit là, c'est sûr que l'authenticité dès le départ, si elle avait lieu, ça permettrait d'éviter les désillusions et donc les départs coûteux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Et en fait, ce qu'on pense profondément chez Welcome, et c'est d'ailleurs pour ça en fait, qu'on a créé Welcome il y a 11 ans, nous, c'était parce qu'on regardait l'état du marché du travail et qu'on se disait, il y a quelque chose qui ne marche pas, en fait. Il y a un espèce de jeu de poker où les entreprises se racontent, mais c'est pas tout à fait la vérité, et aussi les candidats, parce que moi, je voudrais aussi ramener un rapport d'équilibre entre les deux, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance aussi à tout mettre sur les épaules de l'entreprise, mais encore une fois,
on se parle de relation, donc qui dit relation dit co-responsabilité. Moi, ce que je vois de ma fenêtre en tant que Welcome to Jungle, plateforme de recrutement, c'est qu'il y a aussi une réalité où en fait, dans un process de recrutement, parfois l'une des deux parties ou les deux sont toutes les deux dans un jeu de poker. Et donc, chacun performe un rôle, chacun se raconte tel qu'il aimerait sans doute être pour vouloir se vendre. Ça part aussi de bonnes intentions. Hein. Tout le monde n'est pas malin et machiavélique, mais et le problème, c'est qu'effectivement, à la fin, ça a un coût. Et donc, l'objectif, ce serait quand même que tout le monde puisse se raconter tel qu'il est. Parce qu'au fond, ce qui va marcher aussi, c'est de se dire, bah voilà, moi, je suis Alice, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Là où j'ai franchement plus de mal, c'est ça. Et vous, c'est comment? Et en fait, on se retrouve. Et c'est ça qui fait qu'après, effectivement, ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner à l'inverse, quoi. Et alors, dernier bloc, parce qu'on l'a évoqué un peu en intro, mais la notion de santé au travail, que la période Covid couplée à la Gen Z ont un peu secoué. On a envie de s'interroger pas mal sur à quel point l'entreprise a un rôle à jouer face à la santé au travail et les RH aussi, parce qu'on a des RH qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ou pas, déjà, d'une part. Peut-être avant même d'avancer sur ce sujet qui sera le dernier point, on aimerait bien vous questionner, je vais vous partager un sondage pour vous, l'audience. La santé des salariés, c'est d'abord, selon vous, une responsabilité individuelle, une responsabilité partagée, une responsabilité entreprise, ou bien est-ce que c'est un sujet encore trop à part? Voilà, on vous laisse réagir à ce sondage pour ensuite se poser et peut-être avoir des éléments sur notamment la santé physique, si on doit faire un focus juste après avec Doliane. Alors, je vois quoi? Je vois, on a quand même une grosse tendance responsabilité partagée. C'est rassurant comme résultat. C'est plutôt rassurant, non? Bah oui. Oui. Ouais. Je vois Doliane, tu acquiesces. C'est rassurant. Donc, du coup, ouais, donc ce sujet, est-ce que c'est un sujet d'organisation, un sujet partagé déjà, Alice ou Doliane, je suis un peu perdue, je ne sais plus qui qui nous emmène sur ces sujets, en sachant que on va rester juste un peu en surface sur ce sujet parce que le temps est compté, mais quelques éléments intéressants voilà, pour clôturer le webinaire sur ce sujet de santé au travail qui est un peu le point final de nos sujets. Je peux peut-être démarrer alors. En fait, ce qu'on se dit Vas-y. là depuis plusieurs minutes, c'est que si on relie tout ça, le sujet de cohérence, le sujet d'appartenance, le sujet d'authenticité, en fait, si on relie tout ça, et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'une entreprise elle va pouvoir se démarquer? Oui, la santé, ça devient un critère de crédibilité employeur, ça c'est sûr. Et pour moi, c'est surtout un nouveau standard de cohérence. Ça ne doit pas être un bonus, quoi. C'est pas les sujets de santé mentale, ça ne peut pas être un bonus. Point. Oui, et au-delà de l'aspect légal aussi, ce que Florence a dit, mais Absolument. de toute façon, c'est une obligation. Oui, mais là, on sort aussi du spectre de l'obligation. C'est même plus profond, Joseph, plus c'est large vrai que ça. que tu as raison. Joseph, l'entreprise n'envisage pas tout uniquement à l'aune des obligations, parce que sinon, franchement, Voilà. c'est trop triste. Bah oui. Il y a les obligations et puis après, il y a aussi les envies. Pourquoi on a monté une boîte? Pourquoi est-ce qu'on a voulu créer un collectif? Je pense qu'il faut quand même se rappeler ça parce qu'en fait, en réalité, une entreprise, c'est quand même chouette, quoi. C'est un collectif, c'est des gens qui ont voulu et qui ont décidé de vivre ensemble, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez positif et qui devrait le rester. Mais pour moi, le sujet de la santé mentale, c'est vraiment un nouveau standard de cohérence et les candidats, les salariés, ils vont juger l'entreprise, ça c'est certain, sur ce qu'elle permet ou ce qu'elle empêche au quotidien. Mais pour moi, il faut vraiment l'intégrer de façon continue, je dirais, et fil rouge au sein de l'entreprise pour pas avoir ce que tu écrivais là sur la slide, le côté un peu bénéfice, quoi. Perk, voilà, à une époque, moi, quand j'ai intégré le marché du travail, on me donnait un baby-foot, du Nutella ou des petits gels gratuits. Bon, c'était super, hein. Mais là, le sujet, c'est comment est-ce qu'en fait, on n'en fait pas juste un truc opportuniste et un truc tactique. Et on Mais sort du comment superficiel. voilà, et on l'intègre véritablement au travail réel et on en fait aussi un vrai sujet. Très bien. Doliane, peut-être pour conclure sur ces derniers éléments, parce qu'il nous reste 5 minutes.
Je te mets je te défie là, c'est un challenge. Ça marche. Ça Challenge accepté. Vas-y. Donc sur la responsabilité de l'entreprise, et ce que vous appelez chez vous la notion de régénération et de prévention et non pas de PERC, justement. Et c'est assez en réalité, c'est assez sensible parce que nous, effectivement, on met à disposition de nos clients un PERC. C'est comme ça qu'on le vend, d'avantages salariés, forcément, mais qui est en dehors des avantages légaux parce qu'on se doute bien qu'effectivement, ça n'a pas les mêmes répercussions, le même engagement, etc. Et en même temps, chez nous, on n'a pas envie que ce soit un PERC. Donc, ça fait partie presque de l'ADN, de la prévention. Et pour être très sincère, je vous invite à venir dans nos locaux entre midi et 2. Tout le monde est au sport. Donc, en fait, c'est vraiment devenu une habitude, un usage, ça fait partie de notre culture. Donc, en fait, c'est effectivement, moi, je l'entends plutôt comme régénération, mais au sens d'application, finalement, de la prévention avec la pratique du sport. Et je parle plutôt de santé physique, mais effectivement, on inclut aussi la santé mentale parce que ça a des répercussions positives sur la santé mentale. Et on a réussi... Bon, avec plein d'autres actions, forcément, parce que vous avez vu le chiffre du turnover qui a été chez nous, qui a connu une diminution de 36%, mais parce que effectivement, on a marketé peut-être cette façon de voir les choses. On a mis en place d'autres actions, notamment de questionner nos salariés sur un employé survey, de savoir comment est-ce qu'ils allaient, de former nos managers. Enfin, encore une fois, c'est des actions complètes, c'est un plan d'action complet. Et je pense que même si on met en place un PERC, quoi qu'il arrive, on ne peut pas se dire on met en place un avantage et puis on verra ce que ça donne. Il faut que l'entreprise change un peu toutes ses habitudes ou qu'elle revoie un peu toutes ses habitudes afin de les faire coexister avec sa culture. Et il n'y a pas d'action isolée à faire sur la santé mentale ou physique. C'est vraiment toute une roadmap, toute une vision holistique à mettre en place dans sa boîte. Et ça ne peut pas être juste un PERC mis en place juste pour faire plaisir ou pour faire plaisir à l'externe ou pour une vraie réflexion un peu artificiel de ce qu'est la culture d'entreprise et de ce qu'est la boîte en réalité. Donc, ça participe effectivement à plutôt une réflexion un peu plus profonde. Très clair. Ça forme une belle conclusion. Petite blague à part sur les anglicismes. J'en étais sûre, je savais que des gens allaient le relever. En fait, il faut savoir que Welcome to the Jungle et Iji Mwelpa sont une culture anglophone, hein, de par leur extension européenne ou internationale. Donc, c'est ce qui explique les anglicismes. Mais je vous assure que les filles, elles ont fait l'effort d'en utiliser moins. Donc, s'il vous plaît, soulignez ce petit effort, même s'il n'est pas encore parfait à vos yeux. On fait de notre mieux pour éviter les anglicismes. Très bien. Alors, il nous reste 2 minutes peut-être pour un mot de la fin, une conclusion et faire un pont où c'est que le moment DAF que tu as évoqué là, Doliane. Je te laisse ce mot de la fin et Alice, tu pourras compléter. Oui, effectivement, on s'était questionné je suis finalement, on va voir en tant qu'HR ou en tant que, je sais pas moi, collaborateur de l'organisation, on va voir son DAF pour mettre en place un avantage. Alors non, pas un avantage, mais une solution qui permette éventuellement de créer du bien-être et de la santé mentale au travail. C'était ce sur quoi tu voulais c'est ce sur quoi c'est ce que... Ok, ça marche, on est alignés. Effectivement, comment est-ce qu'on prouve la rentabilité de cette solution et comment est-ce qu'on prouve qu'il va y avoir de la régénération chez nous et pourquoi est-ce qu'on mettrait en place ce genre d'avantage? Et en fait, on le prouve avec, moi je dirais de toute façon avec la data quoi qu'il arrive. Donc,
avec le taux de turnover et ce que ça réduirait. Donc, en fait, un réel ROI, un retour sur investissement sur le turnover, l'absentéisme, la productivité, les performances managériales, les erreurs opérationnelles diminuées, etc. Donc, forcément, c'est un DAF. Donc, on part du principe, malgré tout, que la data, c'est ce qui va retenir son attention. Et puis après, on estime les départs, le burn-out, enfin vraiment des actions assez concrètes de je reprends un peu ma data et je vais aller voir, je vais aller analyser tout ce qui se fait chez moi et le challenger et voir si je suis plutôt bien ou comment est-ce que je peux améliorer, par exemple, mon turnover, le taux d'absentéisme et de faire un réel ROI. Finalement, des entreprises qui auraient mis en place un dispositif complet d'avantages ou finalement, en fait, tout un écosystème bienveillant et en faveur de la santé. Et puis, nous, c'est ce qu'on a fait, par exemple, et ça a drastiquement baissé notre turnover, mais je vous invite quand même à avoir un peu de visibilité sur vos autres indicateurs, à challenger un peu vos chiffres, à regarder l'absentéisme, etc. et de venir vraiment avec des clés pour mettre en place je ne sais quelle solution, mais qui, à vos yeux, aurait un impact positif sur votre organisation. Top. Est-ce que Alice, tu veux compléter pour terminer ce webinaire? Non, en fait, la seule chose que je voulais, je me disais, j'ai envie que les gens repartent avec quoi? Je me dis un peu une touche positive, parce qu'on a abordé des sujets qui ne sont pas évidents et je pense qu'en fait, il faut juste encore une fois que on a tous envie aussi de pouvoir travailler dans un environnement serein, stable, épanouissant, etc. Et je pense que parfois, on est tellement obsédé par un peu nos pensées négatives qu'on se focus uniquement là-dessus. Donc voilà, c'est un peu niaiseux, désolée, mais en fait, j'avais quand même envie de me dire, rappelons-nous que effectivement, tu mets la Gen Z ne demande pas l'impossible, elle demande la cohérence. Je pense que ça s'applique à toutes les générations. Donc, essayons juste de temps en temps de dézoomer et de se dire, est-ce que là, on est cohérent ou est-ce qu'en fait, plus rien ne fait sens et on essaie juste de ranger la maison? C'est déjà pas mal. Et puis, en fait, la suite se déroule parfaitement dès lors qu'en fait, on a rangé la maison, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord, effectivement, de finalement justifier un peu à chaque fois qu'on met en place effectivement une action, de se dire pourquoi est-ce qu'on le fait. Et c'est ce que tu disais, Alice, très justement, en fait, de ranger la maison, mais aussi d'avoir du sens derrière les projets qu'on mène, les actions qu'on mène, et pour que ce soit que ce soit vraiment un but d'amélioration et de se dire qu'on avance tous effectivement dans la même direction, d'avoir un but commun, c'est quand même l'essentiel. C'est ce que dit Florence dans le chat aussi. Ce que je retiens, c'est très positif, c'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Oui. Merci d'ailleurs pour vos réactions dans le chat. Je vois Myriam qui dit « Merci à tous et bravo à vous les jeunes de vos prises de conscience ». Alors, je suis très flattée que Myriam m'inclue dans le mot « jeune ». Je vais avoir 40 ans cette année. Mes cheveux blancs vous remercient. Ça fait plaisir. Merci en tout cas à vous deux. Merci Doliane, merci Alice pour tous ces éclairages. Au vu des réactions, j'ai l'impression que tout le monde en a pris, a picoré des éléments. Ça a permis d'éveiller ou en tout cas d'éclairer quelques points cruciaux. C'était chouette de vous avoir aujourd'hui toutes les deux. Merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Et moi, je vous retrouve dès cet après-midi. On a une journée assez chargée avec Culture RH aujourd'hui, puisque cet après-midi, on va parler transparence des salaires. Ça se passe aujourd'hui à 14h. Là, on est dans le sujet de l'urgence, puisque ça y est, la directive arrive sur la transparence des salaires. Donc, rejoignez-nous si c'est un sujet de préoccupation pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.